À la une de l'actualité de ce jour, un grand programme d'évangélisation dénommé Bangolo pour Jésus-Christ a été organisé dans la ville de Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un grand concert de louanges et d'adoration a été organisé au Bénin dans la ville de Apapa. Ce concert marquait l'apothéose d'un programme d'évangélisation. En Afrique, les régions anglophones du Cameroun ont à nouveau accès à Internet. Le président Paul Biya a demandé le rétablissement de Internet. Au Zimbabwe, les deux principaux rivaux du président Robert Mugabe vont se mettre ensemble. Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru ont formé une alliance. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. L'Église évangélique Trône de la Grâce internationale a procédé le dimanche 16 avril 2017 à une remise de diplôme aux étudiants de sa première promotion. La belle cérémonie a donné lieu à une très belle fête. À l'occasion de la Pâque, les fidèles de l'Église évangélique Trône de la Grâce internationale ont célébré le Tout-Puissant à travers un culte spécial le dimanche 16 avril 2017. Moment de réjouissance, de fraternité et aussi de partage de la parole. Les fidèles ont alors répondu nombreux à l'appel de leur leader. Ce temps de célébration a été symbolisé par des temps de louange. Pour la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu, le soin a été laissé au pasteur Charles Nguessan qui était l'orateur principal de cette cérémonie. Dieu connaît quel danger, quelle obstruction, quelle opposition allons-nous rencontrer lorsque nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Osez dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que nous expérimentons une destruction au niveau financier, cela est lié à notre degré d'ignorance. Chaque fois que nous expérimentons un manque, une destruction au niveau financier, cela est lié à notre niveau, notre degré d'ignorance. Notre objectif, c'est enseigner la parole de Dieu et montrer aux hommes comment accomplir leur destinée divine en Christ. Nous voulons montrer au peuple et aux nations que la parole de Dieu nous apporte la présence divine de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu en nous apporte la présence divine de Dieu. À la suite de cette belle ambiance, une articulation très importante de ce bon culte, c'est la remise des diplômes, moment mémorable pour les récipiendaires. Alléluia. Rendons-nous à présent à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bangolo, où un programme d'évangélisation dénommé Bangolo pour Jésus-Christ a été organisé à l'initiative de l'évangéliste Ba Jonathan. L'archevêque Kassida Zito était l'invité spécial de ce programme qui a été marqué par la présence des autorités administratives. Bangolo pour Jésus, un leitmotiv qui a pris forme pour la gloire du Tout-Puissant. Un vaste moment d'évangélisation sur la ville de Bangolo, située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cet événement a réuni les filles et les fils de cette région pour célébrer l'Éternel. Moment marqué par la présence des autorités ecclésiastiques, administratives et politiques de cette région. En témoigne la prière donnée par le maire de Bangolo. Le jour des souris est arrivé pour Bangolo. Le jour des danser est arrivé pour Bangolo. Le jour où Bangolo va prendre sa part de bénédiction est arrivé. Amen. Pourquoi je voudrais bénir mon Dieu pour la présence de son fils, qui aujourd'hui n'est pas en présence. Qui aujourd'hui, l'homme de Dieu par qui Dieu travaille. Et je voudrais profiter de ce moment pour confier tous les serviteurs de Dieu qui sont à Bangolo, tous les servants de Dieu qui sont à Bangolo. Seigneur, que tu veilles sur leur vie. Et le lendemain de la veillée. C'est dans cette atmosphère que l'évangéliste Ba Jonathan a présenté l'orateur spécial de cet événement, l'archevêque Kassida Zito.
l'homme de Dieu, à travers un message très fort, a permis au peuple d'être délivré et d'être restauré. Population de la fin de votre esclavage est terminée. Le temps de l'esclavage est terminé. C'est le temps de gloire. C'est le temps de prospérité. C'est le temps d'élévation. C'est le temps que Dieu a déclaré. Le temps que Dieu a déclaré. Le moment de l'éternel. La gloire de Dieu s'élève. La puissance de Dieu s'élève. Son nom est glorifié. L'argent est là. Les entreprises sont là. Les projets se réalisent. Dieu se glorifie. Au nom de Bangolo pour Jésus, un impact positif, une réussite pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Dans le cadre de la fête de la Pâque, l'église du Plein Évangile d'Abidjan de Plateau a organisé un grand concert le lundi 17 avril 2017. Voici un compte-rendu de ce concert. L'église du Plein Évangile des Deux Plateaux a organisé dans le cadre de la célébration pascale un concert dénommé 100% pour Jésus. C'est le groupe musical de l'église du Plein Évangile de Marcory qui offre les premières sonorités de ce concert. D'autres groupes musicaux et chantres tels que Francis Adjeboye et Boniface font montre de talent devant un peuple en effervescence. Et pour donner du poids à ce concert, une exhortation sur le sens de la Pâque a été faite par le pasteur principal, Georges Appia. Il nous donne ici les raisons de l'organisation d'un tel concert. J'ai compris par la révélation du Seigneur que la Pâque est une institution divine. C'est la première fête que Dieu lui a instituée et qui marque la libération du peuple d'Israël et de l'Église de Dieu. Parce que l'Éternel nous demande de commémorer cela et d'enseigner cela à nos enfants, nos petits-enfants. Et pour nous chrétiens, pour nous Église de Dieu, le mois dans lequel nous sommes constitue le premier mois de l'année. Si l'Éternel demande de perpétuer cela, ça veut dire que cela a un sens. Et que pour tout chrétien qui le sait, pour toute église qui a la révélation de cet événement et qui le célèbre, qui le prépare, parce que l'Éternel dit que cela se prépare. 100% pour Jésus a été une réussite grâce à l'implication massive de toute la jeunesse. En témoigne son président. Nous sommes associés à cette festivité avec le groupe musical parce que nous avons, dans un premier temps, jugé utile de célébrer l'Éternel en ce jour férié où nous n'avons pas vaqué à nos occupations professionnelles et ensuite égayer aussi le peuple de Dieu. Trouver un moment de joie et de partage pour le peuple de Dieu. Et donc c'est ce qui a valu aujourd'hui cette manifestation et nous croyons que nous avons les objectifs ont été atteints, tous les attentes ont été remplis puisque le peuple de Dieu s'est amusé. C'est dans une atmosphère joviale que s'est achevée cette belle fête. Encore un concert de louange et d'adoration, mais cette fois-ci, nous nous rendons au Bénin où un concert de louange et d'adoration a été organisé le dimanche 16 avril 2017 à Akpakpa, au Bénin. Ce concert marque l'apothéose d'un programme d'évangélisation initié par l'évangéliste Gonzalez Tovi Bionou. L'ambiance était à son comble ce dimanche à la plage Le Bélier d'Akpakpa. Après une croisade d'évangélisation qui s'est déroulée du 2 au 15 avril, l'occasion était propice pour célébrer le Christ ressuscité d'entre les morts. Adoration, louange, message et prière étaient au rendez-vous. Reviens vers ton Sauveur, tel est l'intitulé du message délivré par le prophète de la Côte d'Ivoire, spécialement invité pour la circonstance.
Ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu es là au milieu de nous, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache qu'il est mort pour toi. Ta vie l'insulte tous les jours. Ta vie ne reflète pas ce Jésus-là. Mais ce soir, la possibilité t'est donnée de quitter au milieu de ceux qui insultent Jésus. Ce concert d'adoration et de louange, qui est dans sa 4e édition, entre en droite ligne de la vision de l'initiateur. Ma vision, c'est d'impacter la jeunesse à travers l'évangélisation, à travers la louange et l'adoration. Donc voilà la raison pour laquelle c'est une organisation interdénominationnelle, composée rien que des jeunes, pour pouvoir toucher les autres jeunes qui ne sont pas encore atteints par la parole de Dieu. La réussite de l'événement, qui s'est traduite par la foule venue célébrer le Seigneur en ce dimanche de Pâques, ne laisse pas indifférent l'homme de Dieu. Je prie que l'année prochaine, que cela soit encore plus dense que ça. Donc de part et d'autre, si vous êtes touchés par cette manifestation, et vous pouvez nous soutenir pour que cela puisse aller de nation en nation. Et vraiment, nous serons vraiment très contents, très réjouis. Et le Seigneur vous bénira. Dans l'actualité africaine, plus de 150 migrants burkinabés rapatriés de la Libye ont décrit des conditions difficiles dans les prisons libyennes. Il faut le rappeler, la Libye est le pays de transition de nombreux migrants africains qui espèrent regagner l'Europe. Retour infructueux pour ces migrants burkinabés. Arrivés mercredi à Ouagadougou, ces 147 hommes et 7 femmes ont été accueillis par des responsables du ministère en charge de la solidarité nationale et celui des affaires étrangères. Ils ont été conduits ensuite au centre d'accueil d'urgence de Somgondé, à quelques kilomètres de la capitale, avant de rejoindre leurs différentes régions. Pour ces migrants qui ont décidé volontairement de retourner, ils décrivent tous des conditions difficiles dans les prisons libyennes. Tu ne peux pas te laver. Tu dis que tu laver ces problèmes, ils vont te frapper, ils viennent épiceler. Dès que ta vie doit te tirer en même temps, chaque jour on te prend, on ne sort pas. On ne sort pas, ils même disent peau noire. Peau noire, c'est pas même chose, ils sont européens, non africains. Et les Africains n'est pas bon. Chaque jour on nous frappe, chaque jour on nous frappe. Moi j'ai fait 5 prisons. J'ai fait 7 mois, 5 prisons. Bon, c'est la population, les civils, ils ont les prisons, ils prennent les noirs, ils mettent en prison et on nous torture, on nous donne les appareils pour qu'on appelle les parents, ils amènent l'argent. Une personne a droit à payer 600 000 francs pour sortir en prison. Chaque personne recevra 655 000 francs CFA, soit 1 000 $ pour leur permettre de mener une activité génératrice de revenus. Selon l'Organisation pour les migrations, plus d'1 millier de Burkinabés sont toujours en Libye. Au Cameroun, les régions anglophones ont à nouveau accès à Internet. Après 3 mois de suspension, l'Internet a été rétabli sur ordre du président Paul Biya. Les populations des régions anglophones du Cameroun renouent avec Internet après 3 mois de sévrage. La connexion a été rétablie ce jeudi sur ordre du président camerounais Paul Biya. En janvier, le gouvernement camerounais avait coupé la connexion Internet dans les régions nord-ouest et sud-ouest du pays, théâtre des manifestations contre la marginalisation supposée de la minorité anglophone. Le rétablissement de la connexion a été salué par des cris de joie à Limbé, dans le sud-ouest du pays, selon des témoins. Preuve que la période de disette a été un coup dur pour les habitants de ces régions. Le ministre de la Communication a d'ailleurs déclaré, je cite, « Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement prive ces populations d'Internet. » L'initiative a eu aussi des répercussions sur l'économie du pays. Selon Julien Ewono d'Internet sans frontières, la coupure Internet a fait perdre à l'économie camerounaise 1,35 million de $. Les deux principaux rivaux du président zimbabwéen Robert Mugabe, à savoir Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru, ont formé une alliance dans le cadre des élections générales de 2018. Pour ces partis politiques, une alliance s'imposait face aux ZANU-PF au pouvoir depuis 37 ans. L'opposition zimbabwéenne serre les rangs à un peu plus d'1 an des élections générales. Ces deux principaux partis ont annoncé mercredi la formation d'une alliance pour défier le président Robert Mugabe.
Il s'agit du mouvement pour un changement démocratique de Morgan Tsvangirai et du Parti national pour le peuple de l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru. C'est quelque chose dont nous discutions depuis l'année dernière. Nous avons mis plus de 6 mois, c'est le moins que l'on puisse dire, pour se consulter et discuter. C'est seulement la première pierre portée à l'édifice d'une alliance plus large pour affronter la ZANU-PF de maintenant à l'élection en 2018. Après avoir perdu 2 élections en 2002 et 2008, Morgan Tsvangirai compte sur l'ex-vice-présidente pour prendre sa revanche. Joyce Mujuru reste en effet un renfort de taille pour le leader de l'opposition zimbabwéenne qui espère mettre un terme au règne de Robert Mugabe au pouvoir depuis 29 ans. Symbole de la traite négrière, l'île de Kunta Kinte est en passe d'être oubliée en Gambie. Menacée par les eaux de la mer, cette île a perdu au fil du temps de nombreux visiteurs. Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par les Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisée dans les années 70 grâce à la série américaine Racine, adaptée du livre de l'écrivain Alex Haley. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont également été faits par les autorités gambiennes au cours des ans pour conserver et mettre en avant cet héritage historique pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens lancent un appel au nouveau gouvernement gambien pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon eux, l'ancien président Yahya Jammeh a négligé l'endroit au profit de son village natal et obligé les visites organisées à y faire étape. On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. L'historien souhaiterait notamment une vraie formation pour les guides et que des spectacles culturels et un centre spécialisé voient le jour. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement du Malawi est mobilisé contre la contrebande de sa production de maïs. Une loi spéciale a été votée et les contrôles ont été intensifiés aux frontières, mais ces frontières demeurent toutefois poreuses. Le Malawi intensifie les contrôles pour empêcher l'exportation frauduleuse de la production nationale de maïs. Le gouvernement évoque une loi spéciale pour faire la chasse aux contrebandiers qui tentent de vendre à l'étranger afin de bénéficier de meilleurs prix. Problème, les frontières entre le Malawi et ses voisins sont poreuses. Pour parvenir à contrôler les trafiquants qui contournent les postes douaniers, l'armée a notamment été déployée à la frontière avec la Zambie. Une stratégie payante puisque la police a récemment annoncé l'interception de 26 camions avec des chargements de maïs blanc destinés au marché zambien. En mars dernier déjà, 17 autres véhicules du même type avaient été pris en flagrant délit d'exportation frauduleuse vers la même destination. Le Malawi peine à se relever des mois de sécheresse et d'une invasion de chenilles qui ont plombé sa production nationale de maïs. Une situation d'autant plus délicate que le contexte de guerre endémique en République démocratique du Congo et la sécheresse au Kenya voisin ont fait exploser les prix de la céréale dans l'ensemble de la sous-région. L'actualité internationale est marquée par la fusillade qui a eu lieu le jeudi soir sur les Champs-Élysées en France. Un homme a tiré, abattant un policier et blessant 3 autres personnes. Cette attaque a eu lieu à 48 heures de l'élection présidentielle en France. En France, une fusillade a éclaté jeudi soir sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La préfecture de police a confirmé la mort d'un policier et indiqué qu'un autre a été blessé. De son côté, le ministère de l'Intérieur déclare que l'agresseur a été abattu. Pour l'heure, impossible de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits les tirs.
La station de métro Franklin Roosevelt, tout près de l'Arc de Triomphe, a été fermée et un hélicoptère survole la zone. Dimanche s'est tenu le premier tour de l'élection présidentielle française. Avant les résultats définitifs de ce premier round, faisons la connaissance du palais de l'Élysée, la résidence officielle des présidents de la République de France depuis 1873. Résidence officielle du président de la République, l'Élysée compte plus de 350 pièces réparties sur 15 000 m², entre la cour d'honneur au nord et un jardin de 2 hectares au sud. Le palais abrite le cœur du pouvoir, mais n'y était pourtant pas du tout destiné. En 1718, le comte d'Évreux fait construire un hôtel particulier, luxueux, à l'entrée de Paris, entre marécages, champs et pâturages. Le bâtiment est ensuite plusieurs fois transformé par ses illustres propriétaires. Il sert de résidence à la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, ou à la duchesse de Bourbon avant la chute de la monarchie. Napoléon en fait sa dernière résidence impériale et Napoléon III y passe quelques années avant son coup d'État. Successivement garde-meuble, musée ou imprimerie nationale, il est dédié au chef de l'État depuis 1873. Le président travaille dans le Salon Doré, au centre du premier étage. Le général de Gaulle fut le premier à y installer son bureau. Tout autour se trouvent les bureaux des proches collaborateurs, comme celui du secrétaire général de l'Élysée, mais aussi le Salon Vert, ancienne salle à manger impériale qui accueille aujourd'hui les conseils de défense. L'aile Est est la partie privée. À l'étage, les appartements du couple présidentiel. Et au rez-de-chaussée, des salons semi-officiels comme le Salon d'Argent, où Napoléon a signé son abdication en 1815. Dans les salons officiels, le président donne des audiences ou reçoit ses invités d'honneur, par exemple lors de dîners dans les salons des aides de camp ou des portraits. Longtemps accueilli dans le salon Murat, le Conseil des ministres a déménagé sous Hollande dans le salon des ambassadeurs. Les réceptions, cérémonies et conférences de presse ont lieu dans la salle des fêtes. Inaugurée en 1889, elle est prolongée par le jardin d'hiver et le salon Napoléon III, salle à manger d'apparat au décor d'époque. Le palais est surveillé 24 heures sur 24 par des officiers de sécurité et des caméras. Depuis 1978, les sous-sols abritent le poste de commandement Jupiter, une pièce impénétrable d'où le président peut déclencher le feu nucléaire. À Saint-Étienne-du-Rouvray, les électeurs ont voté pour la paix. 9 mois après l'assassinat d'un prêtre, de nombreux habitants ont avant tout voté pour la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Du bruit et des applaudissements pour ne pas céder au terrorisme. Au lendemain de l'assassinat du père Hamel, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par 2 islamistes radicalisés, ils sont plusieurs milliers à rendre hommage au curé de 85 ans. La petite église du centre-ville a aujourd'hui rouvert. Bougies, registres de condoléances, peintures, le souvenir du père Hamel vit toujours. Personne, dans cette ville de 27 000 habitants, n'a oublié. À quelques centaines de mètres de là, la tragédie est toujours à l'esprit des habitués de ce café, mais le terrorisme ne semble pas les avoir attirés vers les idées sécuritaires et anti-immigration portées par certains candidats de la droite. Les musulmans, les Portugais, les Français ont tous subi une tragédie. Ça n'a pas changé ma position sur mes votes. Non. On est une communauté assez solidaire. Hein. Et à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, un nom revient fréquemment. Le programme le plus, pour moi, personnellement, qui m'intéresse, plus celui de Mélenchon. Il a une politique plus sociale que d'autres candidats. Voilà pourquoi je choisis Mélenchon. Pas étonnant que le cœur de ses habitants penche à gauche. Fait rare en France, la municipalité de Saint-Étienne-du-Rouvray est communiste depuis 1959. Hubert Vulfranc, le maire de la ville, était en première ligne après l'égorgement du père Hamel. Lui aussi espère que l'apaisement sortira vainqueur de cette élection. L'enjeu de la préservation de la paix comme lutte politique, c'est réaffirmé durant cette fin de campagne. Et cet enjeu de paix, on le glisse avec quel bulletin, quelque part. Hein. Je pense que ça pèsera.
À quelques kilomètres du centre-ville, la mosquée Yahya. À la sortie de la prière, les rares fidèles qui acceptent de parler se sentent stigmatisés et veulent aller de l'avant. J'ai beaucoup entendu des gens qui, rien que pour les immigrés, quoi. Ils votaient que pour ça. Mais moi, pour moi personnellement, je cherche quelqu'un qui guide la France pour monter la pente, quoi. Au premier tour de la présidentielle de 2012, Saint-Étienne-du-Rouvray avait voté à 22% pour Jean-Luc Mélenchon et 17% pour Marine Le Pen. Au deuxième tour, François Hollande avait reçu 70% des suffrages. Hors caméra, certains confient que malgré les propos rassembleurs, la colère gronde, notamment à cause du chômage. Mais peu osent dire publiquement qu'ils voteront Front National, de crainte d'être pointés du doigt et de chambouler les habitudes de cette banlieue populaire de Rouen. En Grande-Bretagne, la campagne pour les législatives anticipées est lancée et Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, a été le premier à lancer sa campagne. Il espère ainsi refaire son retard sur le parti de la première ministre Theresa May. Jeremy Corbyn arrive sous les applaudissements. Au lendemain de la validation par le Parlement de la prochaine élection législative, le chef du Parti travailliste rentre en campagne. Lui qui est donné dans les sondages 24 points derrière Theresa May, espère refaire son retard et doubler la première ministre grâce à un programme de gauche assumé. Les conservateurs sont le parti des privilèges et des plus riches, à l'inverse du Parti travailliste. C'est l'establishment contre les gens et c'est notre tâche historique de faire en sorte que les gens l'emportent. Très divisé en interne, le parti de Jeremy Corbyn pourrait avoir du mal à combler son retard face à des conservateurs déjà majoritaires à Westminster. Un peu moins d'un an après le référendum sur le Brexit, Theresa May compte incarner une sortie réussie de l'Union européenne. Aujourd'hui, le choix de cette élection est très clair. D'un côté, une direction forte et stable avec les conservateurs, ou alors une coalition chaotique menée par Jeremy Corbyn. Led by Jeremy Corbyn. Moi ou le chaos, le message de Theresa May a le mérite d'être simple. D'autant que 3 semaines après l'activation de l'article 50, les négociations avec l'Union européenne devraient bientôt commencer. Les électeurs pourraient alors vouloir donner à la Première ministre la marge de manœuvre qu'elle leur demande. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Nous disons toutes nos félicitations à mademoiselle Nadine Mel, notre consoeur qui est devenue depuis peu Madame Kofi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.